Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des deux campagnes de Tokyo et de Calgorn. Très rapide, voir ce qui a avancé sur chacune. On n'est pas là pour raconter toute l'histoire, mais si ça peut vous donner 2-3 idées rapidement, genre vous parler de quelques scènes clés qui ont été jouées, de quelques petits trucs de préparation, pourquoi pas. Donc on va commencer par Calgorn. Donc si vous avez suivi, c'est une histoire de viking, un peu tout ça. L'endroit où on en était rendu, en fait, on était vraiment à une situation où, en gros, nos PJ, là, ces 4 PJ, ils font partie d'un même clan à la base. Ils étaient séparés parce qu'il y en avait un qui avait été capturé par un autre clan. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué une scène un peu particulière où les PJ libres, là, qui sont avec leur clan et tout, ils vont au village de Springbrook et ils préparent une sorte de comité d'accueil pour les Varden, donc l'autre clan rival un peu, qui a capturé leur ami Volunt. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés au village de Springbrook, ils disent ouais, il faut qu'on se prépare et tout. Ils sont nombreux, ce sont des guerriers, tout ça. Et en fait, ils ont commencé à piéger le village, etc. Donc ça, j'aimais bien l'idée. Ils se sont cachés un peu, ils ont armé les gens du coin. Ils ont essayé de faire une sorte de milice improvisée en une demi-journée, genre au cas où ça dégénère. Du coup, on a vraiment eu cette scène de tension typique où il y a l'autre clan qui rentre dans le village, qui voit personne, qui arrive jusqu'à la place centrale. Où les attentes de pied ferme nos PJ avec leurs alliés de circonstance. Et en fait, ce qui était cool, j'ai trouvé, alors c'est un peu particulier parce que dans beaucoup de jeux, à beaucoup de tables, etc., une telle possibilité de tension, en fait, ça crée tellement un climax qu'on dirait, bah, il faut qu'il y ait un combat, c'est normal, il faut qu'il y ait un combat de boss, il faut qu'il y ait un combat, il faut que ça explose comme dans les films et tout. Et en fait, moi, je me suis dit, mais non, parce que si on fait pas des jets de dés, là, si on joue pas à la scène sociale, bah, c'est dommage. Même si, effectivement, on a un attendu, on se dit, si le combat explose avec les otages dans chaque camp, on se met des couteaux sous la gorge, paf, ça sort des maisons, ça se met des coups de marteau derrière la nuque. Ok, c'est comme dans les films, mais elles sont où les compétences de nos personnages? Elle est où l'agency de nos joueurs? Donc je me suis dit, on va jouer la négo. Si ça tourne mal, il y aura coupe-coupe. Et finalement, en fait, la négo s'est très bien passée. Les PJ ont eu beaucoup de chance au dé. Moi, ce que j'avais fait un petit peu, c'est qu'il y avait 2 jauges. Il y avait la jauge qui pouvait se remplir, on repart en paix. On a trouvé un deal, les otages sont rendus, le clan rival va s'installer dans la région mais ne va pas nous attaquer, il n'y aura pas de sang versé. Donc ça c'est une possibilité, une jauge à remplir, un peu un objectif. Et en fait il faut le faire en ayant accumulé pas trop de conséquences parce qu'à chaque fois qu'on fait des jets avec conséquences, etc., bah, on fait monter une autre jauge à côté qui est sans verser quoi. Genre ça dégénère, ça se découpe. Parce qu'effectivement le clan rival un petit peu, il a l'ascendant et donc il pourrait être un petit peu tenté de résoudre le truc par la violence plutôt que de négocier, de se rabaisser à ça avec des étrangers, tout ça. Et au final, les jets de dés ont très bien marché. Ils ont su donner des arguments. Ils ont dit, bah, on va vous donner notre drakkar, on va vous donner de la nourriture, vous nous rendez les otages. À un moment donné, il y a le père marin qui est pas d'accord, qui fait pourquoi en gros, ce que les PJ ont réussi à faire, en fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est qu'ils ont réussi à isoler la négociation dans une maison pour éviter justement qu'il y ait la foule qui intervienne, Madame Michu qui dise non, on laisse pas passer les Vikings, et un Viking qui fait pourquoi on les tue pas, ce sont des chèvres, c'est du bétail. Pour éviter qu'il y ait des tensions entre les deux camps qui montent et que ce soit un peu le tribunal populaire, les PJ ont eu la bonne idée d'aller s'isoler, aller isoler la négociation dans une maison, pouvoir discuter à bâton rompu, mais loin des oreilles de tout le monde. Et ça n'a pas plu au père marin, parce que normalement, la communauté d'assets dans laquelle il vit, bah, voilà, on prend des décisions un petit peu ensemble, etc. Donc, j'ai pu quand même mettre des moments de tension, genre le père marin qui rentre, il fait « Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi vous négociez avec ces sauvages ? Alors que c'est tout le village qui a son mot à dire, etc. » Et c'est les PJ qui ont dû calmer le père marin pour éviter que, entre guillemets, la jauge de le sang raversé augmente. Pareil, à un moment donné, dans le clan des Varden, il y a Erkald, donc la voix des géants, un peu le maître spirituel de ce clan, qui a dit ok pour la paix, mais il faudra un sacrifice, car cette terre, les géants exigent un sacrifice en fait, parce qu'en gros, les PJ, eux, ils croient dans les anciens dieux, les gens de Springbrook, ils croient dans le démiurge, donc il y a une sorte de... Il y a un problème religieux clair. Tout cela, c'est des impies pour le maître spirituel de l'autre clan qui, lui, vénère les géants. Donc il dit, il faut qu'on fasse un sacrifice, on va prendre leur prêtre, on va le sacrifier pour nos dieux, et à partir de ce moment-là, d'accord pour la paix. Et en fait, à chaque fois, il fallait calmer les ardeurs de chacun, etc. L'avantage des PJ, c'est qu'entre guillemets, ils avaient un levier dans le camp adverse, c'est-à-dire que Glein,
donc plus ou moins le chef du clan avec lequel il devait négocier, lui, il était plutôt pour la paix, etc. Et ça leur donnait ce levier. C'est pour ça qu'il y a négociation. Si c'était juste des sanguinaires, etc., j'aurais sûrement relevé beaucoup plus la difficulté. Peut-être qu'on aurait fait ça en un jet de dés, ça dégénère, paf, ça part en combat. Mais là, comme en fait, dans les deux camps, potentiellement, il peut y avoir des accointances, si je puis dire. Bah, on a pu le jouer un petit peu et tout. Et au final, bah, ils ont fait que des bons jets de dés. Il y a eu à un moment un peu une montée en tension parce qu'il y a le personnage de Meryl qui a un peu joué plus l'intimidation en faisant remarquer à une guerrière du clan adverse qui l'avait déjà touché avec une flèche en mode ouais, enfin vous nous prenez de haut, mais ça va ta blessure, tu récupères. Et ça c'était sympa, ça permettait de mettre un peu de tension là-dedans. Mais au final, la négociation s'est bien passée et on a terminé là-dessus, on a fini plus tôt que prévu, comme il n'y a pas eu de jet avec conséquences, etc. Bah, moi, si le combat a explosé, la séance aurait pu durer plus longtemps. Mais là, ça a fait vraiment retomber le climax. En fait, il y a eu de la tension, hein, mais ça n'a pas explosé. Il y a eu une tension constante en mode est-ce qu'ils vont finir par se découper les uns les autres? Puis finalement, non. La négociation s'est bien passée. Et c'est très bien, parce qu'en fait, ça permet d'utiliser des tags pour négocier tout ça. Ça nous fait finir la séance plus tôt et ça nous a permis de faire une sorte de break, de réfléchir à un acte 2. Un acte 2, qu'est-ce qu'on veut faire ensuite et tout. Et pour cet acte 2, bah voilà ce qu'on a fait. En fait, moi j'étais en mode ok, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Puis au final, je me suis dit, j'ai un peu envie de vous entendre, etc. Donc au début, j'ai proposé, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez voir pour l'acte 2. Et puis en fait, le truc, c'est que je sentais que ça allait partir en discussion dans tous les sens, avec machin qui dit, ah, moi je verrais bien ça, machin qui verrait bien ça. Et on risque de plutôt faire une conversation, on essaie tous de se convaincre, d'amener, enfin, pas de tirer la couverture vers soi, il n'y a pas une opposition dans le groupe. Mais voilà, ça risque d'être un peu confus. Donc ce que je me suis dit, c'est on va plutôt faire des tours de table, un peu à la microscope. Je vais poser une question à un joueur, il répond. Ensuite, je pose une question à un autre joueur. Et chaque fois, on peut pas contredire ce qui a été dit avant. Donc pour être clair, j'ai demandé au joueur de Meryl combien de temps se sera passé entre l'acte 1 et l'acte 2. Il a dit 9 mois. Ok. Ensuite, je suis passé au joueur d'Alvar. Je lui ai dit comment, sur ces 9 mois, les relations ont évolué en votre clan et les assets, les habitants de Springbrook? Il a dit bonne relation. On passe au suivant. Comment ça a évolué du côté du clan Varden, justement, du clan rival? Est-ce qu'ils sont revenus tous les jours pour vous racketter de plus en plus et la tension est montée ou pas? Et il a dit bah non, en fait, les Varden ne se sont pas intéressés plus que ça au village. De temps en temps, ils viennent nous réclamer des trucs, mais eux, c'est plus une sorte de base arrière pour eux. Parce que en fait ils veulent faire des raids sur le continent et donc à nous ils nous posent pas trop de problèmes, mais finalement on est un peu un de leur grenier, donc sans que ce soit officiel, on est un peu ils fonctionnent un peu comme des serfs ou des thralls. En fait, ils doivent livrer de temps en temps des trucs aux Varden pour qu'ils les laissent tranquilles, mais il n'y a pas de conflit, etc., etc. Et en fait, en faisant des tours de table comme ça, bah, on construisait au fur et à mesure. Sur le dernier tour de table, ce que j'ai proposé, c'est qu'au lieu que ce soit moi qui formule la question, parce que moi là, c'est moi qui formule la question à chaque fois en passant de l'un à l'autre, j'ai dit bah on va faire un dernier tour de table où chacun d'entre vous va pouvoir formuler une question et la poser à un autre. Donc par exemple, le joueur de Meryl, il a demandé bah, est-ce que Alvar, on a pu discuter spiritualité, etc. pendant ces 9 mois. Et Alvar a dit bah ouais, je pense que je t'ai aidé à prendre sur toi, à canaliser ton côté rancunier envers les autres, etc. Est-ce que vous avez revu Aslog, donc la sauvageonne un peu des Varden, etc. Et en fait, en faisant des petits tours de table comme ça et tout, on a fait avancer en fait l'histoire, mais de manière collaborative, quoi. C'est pas moi qui ai dit 9 mois plus tard, voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, on s'est un peu posé vite fait pour décider de ce qu'on jouerait dans l'acte 2. Et donc, ils disaient qu'ils aimeraient bien des petites perches un peu pour repartir à l'aventure, pas s'enterrer à Springbrook et faire une vie de village. Et donc voilà, je pense que je vais réfléchir à ça, moi, leur tendre des petites perches. J'ai toujours envie qu'il y ait un côté un peu politique. J'ai pas envie de jouer la communauté de l'anneau, enfin des gens isolés dans le voyage et tout. Ça, je leur avais dit, c'était un peu un deal. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y aura quand même un truc de s'il y a de l'aventure entre guillemets, ce sera sûrement sur un drakkar avec d'autres gens et des conflits dans le drakkar et tout. Ce sera pas on part à 4 pour une quête avec plein de créatures fantastiques, je sais pas quoi. Et donc on est plutôt tombé d'accord là-dessus. Et un autre truc à souligner éventuellement pour la suite qui peut être important si vous suivez un peu, je me demande si c'est si facile à suivre que ça vu le format, vraiment les tenants et aboutissants de l'histoire, mais je sais pas si vous vous rappelez, si j'en avais parlé, mais Volunt, la fois précédente, en fait, s'était fait gravement blesser, donc il devait remplacer un de ses thèmes parce qu'il était blessé à la jambe, donc il perdait son thème un peu pour courir, faire des cabrioles, etc. En fait, il a fait un truc en mode il y a un esprit qui vient lui parler, lui donner des conseils et qui lui donne aussi des pouvoirs un peu des ombres et tout ça, une sorte de divinité retorse, quelque chose comme ça, qui vient lui amener une forme de magie, mais qui va aussi peut-être l'influencer tout ça.
Donc ça va être une nouvelle partie un peu de son personnage qui va sûrement évoluer. D'ailleurs, il a dit là, pendant que les 9 mois qui s'écoulaient, l'esprit lui parlait, il lui susurrait à l'oreille, il lui disait oui, tu dois partir, tu as une grande mission. On n'a pas vraiment établi quelle est la teneur exacte de cette mission, mais à ce niveau-là, je pense que comme il va pas donner une réponse très précise, il voulait que, je pense, implicitement, que ce soit moi un peu qui développe quelque chose, un mystère autour de ça, donc ça me donne un peu matière à réfléchir. Donc voilà un petit peu pour ça. Et donc on va partir sur une sorte de nouvel acte. Et aussi un truc qui est assez cool, c'est qu'ils ont vraiment, ressouligné le fait que ça pouvait être cool de jouer d'autres personnages, d'autres angles, etc. Donc honnêtement, je pense que dans le prochain acte, je vais vraiment pas me priver. Peut-être leur faire jouer des trucs qui se passent à l'autre bout du continent en mode Daenerys et Khal Drogo là qui font un mariage pour amener l'armée de Genghis Khan, je sais pas. Je vais peut-être leur montrer vraiment d'autres trucs, d'autres pendants du continent, de l'univers, pour que petit à petit, on monte à une échelle de plus en plus macro. En fait, là, on est relativement micro, et monter un petit peu à une échelle un peu plus stratégique, commencer à voir toutes les factions un peu. Par exemple, s'ils partent à l'aventure, je leur ferais bien jouer, voilà, par exemple, des péripéties en mer, puis bam, leur faire jouer une histoire qui se passe à l'endroit où ils vont arriver. Ensuite, on les rejoue, ils arrivent, ils découvrent des trucs. Et puis là, paf, par exemple, ils arrivent dans un nouveau royaume, je sais pas, ils arrivent ici, dans ce royaume. En fait, ce royaume, admettons, il s'étend jusqu'ici. Et bah, il passe 2-3 sessions dans cette partie du royaume, et paf, moi je fais jouer cette partie du royaume où il y a un messager, je sais pas, qui arrive en courant, essoufflé, en courant, sur son cheval, et il fait « Monseigneur, des pillards sont arrivés au nord, il faut aller aider le duc de machin, il est sous pression, j'en sais rien. » Et là, le roi fait on lève le banc et l'arrière-banc, on envoie des bonhommes chasser les vikings ici, et faire un peu des trucs comme ça. Je pense que ça peut être kiffant. Je pense que je vais essayer de ramener un petit peu de surnaturel aussi. C'est peut-être ça aussi qui kiffe, parce que à travers le truc, ouais, j'aimerais bien de l'aventure et tout, il y en a dans les exemples, c'était un peu implicite, c'était pas explicite, genre j'ai envie du surnaturel et tout, mais il disait ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus des histoires comme avec les loups fantomatiques, quand on avait visité la ruine, tout ça, donc des trucs un peu plus mystérieux et surnaturels. Je vais essayer d'en ramener un petit peu dans l'acte 2. Concernant Otherscape, on a continué à jouer. Donc dans la deuxième session, c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action. C'était un peu une session... dans la première session, il y a eu l'histoire un peu avec le yokai et tout. Et le yokai s'était échappé, tout ça. Là, j'ai un peu plus installé les personnages. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à leur donner un peu des pistes. Donc ça, c'est les notes de séance. Donc ça m'aide beaucoup. Donc on a commencé par jouer une scène où Daiden... Donc Daiden, c'est celui qui contrôle la foudre. C'est... c'est lui. Il contrôle la foudre, il a une sorte de familier, un tanuki de foudre. Daiden va acheter des croquettes. Donc ça, c'était vraiment une scène d'ambiance. J'aime bien jouer un peu le quotidien là dans le côté cyberpunk pour vraiment s'imprégner de l'univers, parce que on pourrait très vite se dire allez, c'est du cyberpunk, ça va être des missions, on se tire dessus, c'est Matrix et tout. Moi, j'avais envie de jouer le truc, dépeindre c'est quoi la petite supérette du quartier, avoir vraiment un niveau street un peu low et tout au début. Je mets d'ailleurs des musiques un peu lo-fi, genre lo-fi, genre un peu en mode douce et tout, genre pour contraster avec le côté violent des autres endroits de la ville, de la vie des corpos, etc. Eux, ils sont dans un quartier un peu hors du temps, et j'ai un peu envie de jouer ça. Donc j'ai lancé la séance avec cette scène dans l'épicerie de quartier, ça discute et tout. Donc il y avait toujours cette histoire aussi latente de Yoru. Donc Yoru, c'est la hackeuse un peu badass. Elle, Yoru, elle devait aller faire un cambriolage. Donc ça, c'est l'histoire latente, c'était l'accroche, un élément déclencheur que j'avais sous la manche. Donc j'ai voulu l'exploiter, et je me suis dit, comme Yoru elle va faire un cambriolage, elle va gagner de la thune, il faudrait que les autres personnages qui sont pas dans la vie criminelle, ils aient un truc qui fasse qu'ils aient besoin de thunes, là. Un truc un peu déclencheur aussi pour les sortir de leur quotidien. Et donc ce que j'ai fait, c'est que qu'il y a Monsieur Warumata, donc un petit homme avec une cravate à motif shuriken et des lunettes orange, donc d'un homme de très bon goût. Le propriétaire du dojo, en fait, le propriétaire du bâtiment que loue le maître des PJ, pour le dojo, il arrive, il dit le loyer a pas été payé et tout, il les engueule, entre guillemets. Et donc il va y avoir un problème de thunes. Et en fait, ce que les PJ découvrent, c'est que leur maître s'il était absent récemment, pour moi c'était une sorte de foreshadowing. En fait, je savais déjà ce qu'il faisait. Leur maître était en train de claquer, entre guillemets, son plan épargne logement et sa retraite, parce qu'il sent qu'il est un peu sur la fin, pour leur acheter un super truc. En fait, il leur achète une cabine de harnessing. Donc une cabine de harnessing, qu'est-ce que c'est ? C'est une interface qui permet d'entrer à 100% dans la réalité virtuelle, genre en mode quantique, quoi. Genre vraiment, c'est comme si on y était. Ça traduit tout le cerveau, etc. C'est pas juste de la réalité virtuelle en mode j'ai un casque, le nouveau casque Apple là en mode réalité augmentée. Je suis dans mon salon et je joue à Mario Kart. C'est vraiment genre je vais dans un autre monde. Et en fait, il leur achète ça
Parce que son idée, en fait, c'est qu'il puisse se préparer à affronter des yokai. Et il dit, bah toi, Yoru, vu que tu sais créer des trucs dans l'espace virtuel, tu vas pouvoir créer des simulations d'affrontement avec des yokai, avec les conseils avisés de Kamino, à qui j'ai transmis toutes mes connaissances sur les yokai, et vous pourrez vous entraîner dans un lieu, entre guillemets, safe, à affronter des yokai, à vous préparer au monde qui vous attend. Et donc, en gros, il leur a acheté. Il y a un joueur qui donnait cette image, c'est genre, il a plus de thunes, mais il leur achète la PlayStation, quoi. Parce qu'il sait qu'il il est pas éternel. Donc les PJ ils sont en mode ah ouais, trop sympa, le maître et tout, mais quand même il a ses dettes, etc. Et donc évidemment, eh bien Monsieur Warumata, son créancier, arrive et il tape du poing sur la table, il fait vous me devez plus d'argent, Taiyo, avec les intérêts, etc. Et l'idée c'est de pousser un petit peu. Là pour le coup c'est un peu gros comme une maison, mais les joueurs ont quand même apprécié le jouet. En gros, Yoru va embarquer les deux genoux, là, les deux ados dans un cambriolage pour faire de la thune pour leur maître à tous les trois, leur sorte de mentor, à payer sa dette. Et donc ça va faire que les deux autres là qui ont toujours vécu enfin pas toujours vécu au dojo, mais qui sont clairement pas des runners, et c'est pas des cyberpunk quoi. Ils vont accompagner Yoru sur le terrain et ça va faire des étincelles, et c'est comme ça que va commencer la prochaine séance. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'y vais vraiment très progressivement. Je sais pas, à terme, je pense, introduire plus de factions, tout ça. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de grande intrigue. On joue les petites, vous savez, les missions de rang C dans Naruto, quoi. On doit on doit aller chercher le chat de Madame Michu. Non, j'exagère. Ils ont déjà pris quelques risques. D'ailleurs, il y a eu des scènes marquantes. Là, je vous saute un peu des trucs, mais il y a eu quelques scènes rigolotes. À un moment, ils s'entraînaient justement avec leur truc de harnessing. Et Yoru se fait appeler au téléphone par ses potes qui disent il y a le cambriolage ce soir. Donc moi, ce que je dis, c'est que comme elle surveille plus sa console, en fait, les PJ à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils réalisent que quand ils sont en harnessing, donc connectés à l'autre réalité virtuelle, là, le danger est quand même réel. Et en fait, comme Yoru n'est plus là pour faire pause dans la simulation, Kamino, un peu téméraire, se fait dépasser par le yokai contre lequel il est en train de s'entraîner, il se prend des coups, et dans le monde réel, il se met à saigner du nez dans la machine, donc ça leur montre que rien n'est gratuit. Ça fait comme une sorte une retombée sombre, en fait, alors que le ton était assez léger, assez cool, genre en mode, ouais, on a une super technologie pour s'entraîner, donc ça aussi, c'était sympa. Et ensuite, on verra, je pense que je vais introduire plus ou moins des choses au fur et à mesure. Un truc qui a plu aussi, c'est que j'ai annoncé à ce moment-là dans la partie, il y a eu quelques petites révélations, que Kamino, en fait, ses parents sont morts au personnage de Kamino, et c'est pour ça qu'il est formé par le maître Taiyo à affronter des yokai, tout ça. Ils sont morts lors du Iaki Yako. Et le Iaki Yako, c'est la parade des 100 démons, enfin des yokai. C'est une sorte d'événement comme ça, un petit peu dans le folklore des yokai et tout, où les démons font une parade. Donc je me suis pas encore intéressé aux détails, et honnêtement, je me fiche de coller exactement au truc. Je vais sûrement faire un twist là-dessus. Mais voilà, par une journée d'été, ses parents sont morts et tous les gens du quartier sont morts lors de cet événement qui a eu lieu il y a un moment. Et maintenant, le joueur sait qu'il est directement lié à ça, et apparemment, il a kiffé parce que ça le liait tout de suite à un gros truc sur les yokai, quoi. Plutôt que de faire, ouais, il y a un petit yokai dans un coin qui a tué tes parents et tu pourras te venger de lui et ce sera fini. Ça va tout de suite rattacher à quelque chose de gros, donc ça, il a bien aimé. Puis je leur ai aussi un peu fait du foreshadowing, enfin, commencer à mettre des petites pistes, mais sans m'enfoncer là-dedans parce que j'ai pas encore vraiment de grandes intrigues. Je sais que j'ai envie, j'ai des idées, mais j'ai pas développé. Et en fait, je leur ai révélé un autre truc auquel j'avais réfléchi, c'est que Maître Taiyo, là, leur sensei, là, en fait, c'est un mec du bureau du Homyoji à la retraite. Et en fait, le Homyoji, c'est une sorte d'institution de gens qui doivent ramener l'équilibre, quoi, qui utilisent les éléments, qui travaillent pour le gouvernement, qui chassent les yokai, qui protègent un peu Tokyo du surnaturel. Et en fait, Maître Taiyo, c'est un ancien, quoi. C'est un ancien Men in Black, hein, entre guillemets. Et il leur a expliqué ça. Ils ont discuté un peu de ça en buvant du saké, en fêtant l'achat de la machine de harnessing. Il a parlé d'un de ses anciens collègues qui s'appelle Takeshi Sato, auquel j'ai un petit peu réfléchi, comme d'un personnage qui pourrait revenir, tout ça. Donc, je pose des graines. J'ai envie que ce soit un peu bac à sable. Enfin, que, voilà, j'ai envie de voir en fait ce que les joueurs ont envie de faire. J'ai envie que ce soit un peu guidé par leur personnage. Donc, je sème des choses. Et pour l'instant, j'y vais pas trop rentre dedans. S'il s'avère qu'ils stagnent, j'irai peut-être un petit peu plus à un moment donné leur amener de l'intrigue. Mais pour l'instant, je trouve que juste en faisant des petits jets de dés du quotidien, ça leur crée des complications. Genre, j'ai raté l'appel d'un ami, donc du coup cet ami il m'en veut. Donc comme il m'en veut, j'essaie de le rappeler. Je fais pas attention à la route. Vous voyez, il peut se passer plein de trucs comme ça, un peu, je sais pas comment dire, un peu organiquement du quotidien pour amener des choses avec des jets de dés aussi. Genre, je sais pas, je fais un accident de voiture, la police tombe sur moi, ils se rendent compte que je suis un ancien criminel, ils me posent des questions.
et blabliblou. J'ai envie de jouer ça en fait. Le côté, c'est quoi la vie quotidienne pour l'instant dans cet univers cyberpunk, sans les mettre tout de suite en mode, j'exagère, parce que c'est pas ça l'idée, en mode vous êtes les élus, depuis toujours il y a une histoire autour de toi. Et donc c'est très progressif, mais c'est appréciable. Et je pense accélérer le rythme, si ce n'est pas les joueurs ou les jets de dés qui l'accélèrent. Et puis j'attends toujours aussi un petit peu plus de détails sur le setting pour commencer à balancer des factions. Et il me manque encore la carte de Tokyo. J'attends beaucoup la carte de Tokyo telle qu'elle va être faite dans Otherscape. Donc voilà. Sur ce, bah voilà, c'est terminé pour ce petit retour rapide sur ces deux campagnes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si ça vous a donné une inspi, un truc comme ça, signalez-le moi. Ça fait toujours plaisir parce que ça me montre que c'est directement, ça peut être directement exploité, que ça sert à quelque chose. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur Tipeee pour soutenir toutes les vidéos qui se font sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes parties de jeu de rôle et je vous dis au revoir. Au revoir.